7000 langues. Un immense puzzle. La plupart des gens pensent que la meilleure façon de les classer est de se baser sur l'histoire, l'arbre généalogique classique des langues. Mais l'histoire a ses limites. Que se passe-t-il lorsqu'une langue d'Amérique du Sud présente exactement les mêmes caractéristiques qu'une langue d'Asie du Nord, alors qu'elles sont séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire? Pour résoudre ce problème, on a recours à la typologie linguistique, la science qui consiste à classer les langues en fonction de leurs caractéristiques et non de leurs ancêtres. Une typologie est un système de classification utilisé pour regrouper des éléments en fonction de caractéristiques communes ou distinctives. On la retrouve souvent en archéologie ou alors en botanique, mais aussi en linguistique. La typologie linguistique est la branche de la linguistique qui classe les langues en fonction de leurs caractéristiques structurelles et grammaticales, plutôt que de leurs origines historiques. Tout comme on peut classer les plantes en fonction de différentes caractéristiques, les langues peuvent elles aussi être classées. La typologie linguistique essaie d'identifier les schémas grammaticaux communs à plusieurs langues, ainsi que ceux qui sont rares. À partir de là, comment est-ce qu'on organise nos 7000 langues? Il existe en fait de nombreuses façons de le faire. On va utiliser un outil formidable pour nous faire une idée de la manière dont cela peut être fait. L'Atlas mondial des structures linguistiques, ou alors WALS pour World Atlas of Language Structures. Le WALS est une vaste base de données sur les propriétés structurelles, telles que phonologiques, grammaticales, lexicales des langues. 55 auteurs y ont contribué. Leur site nous permet de voir comment les langues du monde entier peuvent être classées en fonction de différentes caractéristiques. C'est une collection extraordinaire et un exemple parfait pour comprendre la typologie linguistique. Les langues du monde entier présentent certes de nombreuses caractéristiques différentes, mais elles peuvent aussi avoir beaucoup en commun. On peut d'ailleurs trouver de nombreuses caractéristiques communes et différentes façons de les classer. Par exemple, si on prend l'ordre des mots, il peut y avoir 6 catégories générales, voire peut-être 7. L'ordre des mots repose sur le sujet, le verbe et le complément d'objet d'une phrase. On a ici 3 éléments différents, ce qui conduit à une combinaison de seulement 6 catégories. 7 si on inclut les langues qui ont un ordre de mots libre, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'ordre par défaut et où les mots peuvent se déplacer librement. L'ordre des mots est l'un des moyens les plus courants d'organiser les langues à travers le monde, et il s'avère très pratique pour se faire une idée rapide de ce à quoi peut ressembler une typologie linguistique. Dans une typologie, on trouve des catégories et des sous-catégories, et il en va de même en linguistique. Nos catégories d'ordre des mots peuvent également être subdivisées ou alors organisées différemment. Au lieu de juste se concentrer sur le sujet, l'objet et le verbe, on peut se concentrer plus spécifiquement sur l'ordre de l'objet et du verbe uniquement, ou alors simplement celui du sujet et du verbe. Cette approche plus ciblée est en réalité pratique car elle nous apporte un peu plus de détails et elle s'avère parfois même plus pertinente pour certaines langues que de traiter les 3 éléments à la fois. On peut également examiner l'ordre des mots pour les noms et les adjectifs afin d'organiser nos langues. Bien qu'on ait des langues qui ont le même ordre général de mots, qu'en est-il de leurs noms et adjectifs? En anglais, les adjectifs sont souvent placés après le nom, mais en français c'est plutôt l'inverse. Et ça nous donne une couche d'informations supplémentaires pour classer les langues. Jusque-là, on a examiné la classification des langues en fonction de leur syntaxe, c'est-à-dire la manière dont les mots s'organisent dans une phrase. On peut également les classer en fonction d'autres caractéristiques linguistiques, telles que les sons. Dans ce cas, on s'intéresse à la phonologie des langues. Classer les langues en fonction de leurs sons et de leurs phonèmes peut donner lieu à de nombreuses catégories. Regardons ça d'un peu plus près. Comme je l'ai dit, il existe de nombreuses catégories possibles lorsqu'on s'intéresse à la phonologie et au son. Par exemple, on peut classer des langues selon qu'elles comportent ou non des tons. C'est un critère qui est particulièrement intéressant car il permet de dégager une tendance quant à la répartition de la plupart des langues tonales. Elles se trouvent souvent dans des climats chauds et humides. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un article assez controversé. Climate Vocal Forms and Tonal Languages Connecting the Physiological and Geographic Dots. Et ça, par Caleb Everett, Damien Blasey et Sean Roberts. Dans cet article, les auteurs soutiennent que les climats humides et chauds facilitent l'utilisation des tons dans une langue. Et pour cette raison, la plupart de ces langues se parlent sous ce type de climat. L'explication donnée dans l'article a été rejetée par de nombreux linguistes. Il s'agit simplement d'une hypothèse et non d'un fait avéré. Mais bon, là, on dépasse un peu le cadre de la vidéo. Revenons donc à notre typologie. D'autres méthodes courantes pour classer les langues s'appuient sur les consonnes et les voyelles d'une langue. On pourrait classer toutes les langues en fonction de la présence de consonnes ou de voyelles spécifiques. Ça signifie qu'on peut classer toutes les langues en fonction de l'absence de consonnes courantes ou alors la présence de consonnes rares. C'est là que les choses peuvent devenir intéressantes, car la notion de consonnes courantes ou rares peut sembler vague. Comment est-ce qu'on sait ce qui est courant et ce qui ne l'est pas? En réalité,
Pour pouvoir le savoir, on doit comparer de nombreuses langues afin d'avoir une idée générale. Ce qui est une forme d'organisation des langues, donc simplement une autre forme de typologie. La nature même de cette tâche est essentielle pour une typologie. Cela peut également nous amener à une classification plus approfondie des langues fondée sur la phonologie. On peut donc classer nos langues en fonction de leur rapport consonne-voyelle ou de la manière dont l'accent tonique est placé dans les mots d'une langue à l'autre. On peut également examiner quelle langue présente une nasalisation des voyelles ou quel est le type de rythme dans la langue. Tous ces exemples se trouvent sur le site du WALS et peuvent également être combinés entre eux pour affiner la manière dont on organise nos 7000 langues. Au fait, si vous aimez la linguistique et les langues, vous pouvez vous abonner à cette chaîne où je publie assez régulièrement des vidéos sur le sujet. Au-delà de la manière dont les mots s'organisent dans les phrases ou des sons qu'ils produisent, on peut également s'intéresser à la morphologie des langues du monde entier. La morphologie, c'est l'étude des morphèmes, c'est-à-dire les plus petites unités de sens d'une langue. Il peut s'agir d'un simple nom ou de la manière dont le pluriel est marqué, comme l'ajout d'un S en français. On peut également classer nos 7000 langues en fonction de la manière dont les morphèmes sont organisés. Il existe deux grandes catégories à cet égard. Une langue peut être analytique ou alors synthétique. Une langue analytique a tendance à présenter chaque morphème comme une unité distincte des autres. Les affixes, ces morphèmes qui s'ajoutent à un mot pour en modifier le sens, ne sont donc pas vraiment utilisés. D'un autre côté, les langues synthétiques ont tendance à ajouter fréquemment des affixes aux mots. En réalité, aucune langue n'est purement analytique ou synthétique. C'est pourquoi chaque branche comporte plusieurs sous-branches permettant de classer les langues. Pour les langues analytiques, la principale sous-branche est celle des langues isolantes, c'est-à-dire celles qui ont tendance à ne pas comporter beaucoup d'affixes, mais en comportent tout de même quelques-uns. Deux exemples courants sont le vietnamien, parlé en Asie, et le yoruba, parlé en Afrique. Pour simplifier, dans ces langues, un mot a une signification, puis un autre mot a sa propre signification, et ainsi de suite. Et on forme ainsi une phrase complète. D'autre part, la branche synthétique comporte davantage de sous-branches, telles que les langues fusionnelles ou agglutinantes, entre autres. La principale différence réside dans le nombre d'affixes utilisés et dans la manière dont les phrases finissent par être construites. Une langue très synthétique pourrait aboutir à une phrase entièrement composée d'un seul mot. Ce mot comporterait de nombreux affixes, véhiculant le sens de la phrase. C'est donc là la différence principale. Une phrase composée de très nombreux mots, analytiques, contre une phrase d'un seul mot comportant de nombreux affixes, synthétiques. Généralement, les langues se situent entre ces deux extrêmes et c'est ainsi qu'on peut les classer. On peut également classer les langues en fonction des morphèmes spécifiques qu'elles utilisent. Par exemple, on peut classer les langues selon la présence ou non d'un genre grammatical. Les genres grammaticaux sont assez courants dans les langues du monde entier, ce qui nous permet de classer les langues en deux catégories. Celles qui possèdent cette caractéristique et celles qui n'en ont pas. Mais, pour être honnête, c'est un peu ennuyeux et simpliste. Je pense qu'on peut aller plus loin pour rendre les choses plus intéressantes. Vous voyez, certaines langues peuvent avoir les genres grammaticaux classiques, tels que masculin et féminin, mais elles peuvent aussi en avoir d'autres. Par exemple un genre neutre, comme en allemand. Mais il y a en réalité plus que cette dichotomie masculin-féminin. Donc on vient de parler du neutre, mais il existe également une distinction entre le commun et le neutre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en danois et en suédois. Et c'est en fait juste une autre façon de classer les noms. Il y a aussi l'une de mes préférées, l'animé contre l'inanimé. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses langues amérindiennes, comme l'Ojibwe ou le Navajo par exemple. Les noms sont distingués selon qu'ils désignent quelque chose de vivant ou non. Ce que j'adore, c'est que parfois, quelque chose qu'on considère comme inanimé peut finir par être classé comme animé dans une langue. Notre typologie permet donc de classer les langues selon ces catégories, mais on peut même ajouter d'autres sous-catégories. Certaines langues présentent à la fois une distinction entre animé et inanimé, et une distinction entre masculin et féminin. On peut également classer nos langues en fonction de la manière dont les nombres ordinaux sont formés, ou selon que la langue dispose ou non d'un système de redoublement. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, d'utiliser deux fois le même mot pour exprimer par exemple le pluriel. Un bon exemple est un arbre par opposition à une forêt. On a deux mots qui sont utilisés pour distinguer un arbre d'un grand nombre d'arbres. Mais une langue avec un redoublement pourrait dire arbre par opposition à arbre pour distinguer un arbre d'une forêt. On peut également tout classer en fonction de la manière dont les négations sont formées, par exemple avec la présence d'un seul mot, ou alors d'une double négation, voire dans certaines langues une triple négation. Une autre méthode courante consiste à classer les langues en fonction de la présence ou non d'un système de cas grammaticaux, et, s'il y en a un, du nombre de cas et de ceux qui sont utilisés.
En français, on n'a pas ce système de cas grammaticaux ou de déclinaison, mais une langue comme le russe utilise plusieurs cas pour exprimer qui est le sujet, qui est l'objet, ou qui est le bénéficiaire d'une action, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'action. Ces différents exemples de classification courante des langues nous montrent qu'il existe de nombreuses façons de classer toutes les langues du monde. On peut commencer par une approche générale, en s'intéressant à la syntaxe, à la morphologie, ou alors la phonologie d'une langue, puis on peut affiner notre analyse en se concentrant sur des aspects spécifiques de ces domaines. On peut également combiner plusieurs éléments de ces catégories pour classer les langues. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais aborder un aspect que la typologie linguistique peut nous aider à appréhender, la compréhension des universaux linguistiques. Les universaux linguistiques sont des règles, des traits ou alors des schémas grammaticaux présents dans toutes ou la plupart des langues humaines naturelles, ce qui reflète des structures cognitives communes. En cherchant à déterminer quels traits sont présents ou alors absents dans une langue, on peut identifier ce qui semble commun à toutes, ce qui conduit à qualifier un trait d'universel. Les universaux peuvent être absolus, ce qui signifie que toutes les langues répertoriées présentent cette caractéristique, soit alors statistiques, ce qui signifie que cette caractéristique est observée dans la plupart des langues ou est probable dans la plupart des langues. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur ce concept. Nicholas Evans et Stephen Levinson sont deux linguistes qui se sont opposés à la notion d'universal linguistique. Ils estiment que parmi les 6000 à 8000 langues actuellement parlées dans le monde, il n'existe tout au plus que des tendances significatives plutôt que de véritables universaux. Pour conclure notre discussion sur les universaux linguistiques, il existe également un autre concept qui en découle, la hiérarchie implicationnelle. Ce concept repose sur le fait que, dans certaines langues, pour avoir une caractéristique X, il faut avoir la caractéristique Y. Un exemple courant est celui des pronoms duels, qui ne peuvent exister qu'avec le pluriel. On a le singulier, une personne, le pluriel, plusieurs personnes, et parfois, certaines langues ont un système duel, c'est-à-dire deux, donc deux personnes. Pour avoir ce système duel, il faut l'existence d'un pluriel. S'il n'y a pas de pluriel, le système duel ne sera pas présent. La hiérarchie implicationnelle est alors la suivante. Le singulier est nécessaire pour le pluriel, qui est nécessaire pour un système duel. Singulier, pluriel, duel. Mais je pense que ça peut être le sujet d'une autre vidéo dédiée à ça. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.